Il est 8h29, vous regardez votre 6-9 et tous les matins désormais, un invité politique face à nos experts. Bonjour Manon Aubry. Bonjour. Soyez la bienvenue, vous êtes députée européenne, la France insoumise. Emmanuel Macron n'a toujours pas nommé de Premier ministre ou de Première ministre. 41 jours, nous battons aujourd'hui un record de durée de gouvernement démissionnaire. Combien de temps a-t-il selon vous encore? Est-ce qu'on a le temps? Non, on n'a pas le temps, vous l'avez dit. Cela fait plus de 41 jours que nous n'avons pas de gouvernement. C'est un record sous la Ve République, c'est aussi un record sous la IVe République, dont on disait qu'elle était instable. Au passage, ce gouvernement en profite pour aller bien au-delà de ses missions d'un gouvernement démissionnaire. Ce n'est pas vraiment que les affaires courantes. Quand vous traitez le budget, quand vous prenez un certain nombre de décrets qui régissent la vie du quotidien, je pense à un décret sur le temps de travail dans les vendanges, par exemple, alors qu'elles vont commencer. Bref, on voit qu'on n'a pas le temps d'attendre, alors que le président de la République s'était précipité pour faire cette dissolution. Donc il y a une forme de paradoxe. Il s'est précipité pour la dissolution, elle a eu lieu début juillet, et puis ensuite il attend encore plus de 40 jours pour former un gouvernement. Ça ne peut plus durer, on lui a donné un ultimatum. Mardi, à la fin des consultations, il faut qu'il puisse nommer un gouvernement, et ce gouvernement, tout le monde l'a bien compris, il doit avoir à sa tête Lucie Castet, parce que le nouveau Front Populaire, qu'il le veuille ou non, parce qu'il a un peu du mal à comprendre sa défaite, qu'il le veuille ou non, Lucie Castet doit être nommée parce que le nouveau Front Populaire est arrivé en tête, certes avec une majorité relative, mais est arrivé en tête. Manon Aubry, vous en pensez quoi de ces consultations? C'est une bonne chose de fonctionner comme ça, un peu à ciel ouvert, en disant ben voilà, on reçoit d'abord le nouveau Front Populaire, ensuite les Républicains, aujourd'hui le Rassemblement National. Est-ce que c'est une bonne façon de fonctionner en démocratie? Je comprends qu'il consulte les partis politiques, les chefs de parti, les présidents de groupe, mais il aurait dû le faire depuis le 7 juillet. Pourquoi a-t-il attendu plus de 40 jours avant de l'organiser? Il n'avait aucune raison d'attendre si longtemps. Et par ailleurs, il y a une espèce de mise en scène où peut-être va y avoir un second rang de consultation, mais on n'est pas sûr. Peut-être qu'il va prendre la parole, mais on n'est pas sûr. Je veux dire, là, les données de l'équation, il les a sur la table. Il connaît les rapports de force respectifs à l'Assemblée nationale. Nous avons, nous, posé une question ce week-end avec Jean-Luc Mélenchon, une question très claire adressée aux macronistes. S'il n'y a pas de ministre France Insoumise dans un gouvernement nouveau Front Populaire mené par Lucie Castet, est-ce que vous allez censurer ou non ce gouvernement? Et quelque part, la question que l'on pose derrière, c'est de savoir, est-ce que le problème c'est d'avoir des ministres de la France Insoumise, ou est-ce que c'est le programme du nouveau Front Populaire? Est-ce que c'est l'abrogation de la réforme des retraites, la hausse du SMIC? Et on attend encore une réponse officielle du camp macroniste, même si Horizon a déjà répondu, François Bayrou a déjà répondu, et là les masques tombent. On voit très bien qu'ils sont en train de faire la démonstration que leur problème n'était pas la France Insoumise. Ils ont dit qu'ils censuraient, pour expliquer le fond de votre propos, ils ont dit qu'ils censuraient même s'il n'y avait pas de ministre la France Insoumise. Mais vous êtes d'accord, vous, avec ça? Il y aurait le nouveau Front Populaire à Matignon et il n'y aurait pas de ministre de la France Insoumise. Est-ce que pour vous c'est pas totalement antagoniste? Vous êtes de la jeune génération, la génération qui n'a pas gouverné, la gauche qui n'a pas gouverné. Est-ce que vous seriez d'accord pour un gouvernement sans LFI? Écoutez, vous dire que c'est une chose agréable qui se passerait alors qu'on a participé au succès du nouveau Front Populaire. Lucie Castet l'a rappelé ce week-end, le nouveau Front Populaire est composé des 4 forces, donc la France Insoumise, le Parti Socialiste, le Parti Communiste, Europe Écologie Les Verts. Et c'est dans cette diversité, mais aussi dans cette unité, que cela fait sa force. Mais nous avons toujours dit qu'on sera du côté de la solution et jamais du côté du problème. Et donc on est prêt à envisager toutes les solutions. On a fait une première étape où on pose la question. Et j'ai envie de dire, on a bien fait de la poser, parce que vraiment les masques sont tombés grâce à cette question, et on voit une forme de dogmatisme de la part du camp macroniste qui finalement non seulement refuse la démocratie, mais refuse que ceux qui remportent les élections gouvernent. Vous avez peut-être vu ce député macroniste, Jean-René Cazeneuve, qui a dit que finalement il ne voulait plus de députés insoumis à l'Assemblée nationale. Mais on marche sur la tête. C'est quoi la prochaine étape? On va fermer l'Assemblée nationale? On va annuler toutes les prochaines élections? La dernière fois qu'on a proposé d'interdire un parti politique à l'Assemblée nationale, c'était en 1940. Quelques mois plus tard, Pétain votait les pleins pouvoirs. Je pense qu'il faut qu'on... Vous faites vraiment le parallèle? Selon vous, c'est comparable? La dernière fois qu'on a proposé l'interdiction d'un parti politique à l'Assemblée nationale... Personne n'a décidé d'interdire
interdire la France Insoumise. Vous avez un député macroniste. Oui, mais c'est un député. Si on prend toutes les déclarations des députés de la France Insoumise et qu'on vous les soumet, vous allez nous dire qu'ils ne sont qu'une personne. J'attends que le camp macroniste dise que ce n'est pas leur ligne. Alors, mais personne ne l'a infirmé. Personne n'a dit que ce n'est pas la ligne de notre camp politique. Je vous fais entendre Sandrine Rousseau, parce qu'elle est membre de cette union à gauche, ce nouveau Front Populaire. Voir que l'idée d'avoir un gouvernement sans LFI, elle n'est pas très fan. Écoutez. C'est une stratégie de la part de la France Insoumise qui est habile, puisque ça permet de voir qu'en fait le problème ce ne sont pas les ministres insoumis, mais c'est bien la ligne défendue par le nouveau Front Populaire. Après, moi je ne suis pas fan d'un gouvernement où on fermerait la porte aux ministres LFI, parce que cela donne raison au camp macroniste, cela donne le point au camp macroniste, et en fait à un moment ils n'ont pas à choisir qui est dans le gouvernement, dans la mesure où ils ont perdu les élections. En soutien chez les écologistes, qui vous verraient bien tout de même au gouvernement, malgré tout. C'est normal que Sandrine Rousseau dise ça, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on voit très bien ce qui est en train de se passer. Le premier jour, le problème, c'est Jean-Luc Mélenchon. Le jour d'après, c'est toute la France insoumise. Le jour d'après, ce sera les écologistes. Le jour d'après, ce sera les écologistes et les communistes. Et à la fin, ce sera tout le nouveau Front Populaire, au moins une grande partie, et puis on enlèvera quelques socialistes. Et puis, Sandrine Rousseau, je pense qu'elle a à cœur aussi notre programme. Et ce qu'elle dit en filigrane, c'est qu'on ne doit pas renoncer à l'ambition de notre programme et qu'avoir des ministres de la France insoumise, c'en est une garantie. Et je veux dire à Sandrine Rousseau qu'on sera toujours là pour demander des comptes et pour faire en sorte que ce programme s'applique, qu'on souhaite gouverner, on souhaite être membre de ce gouvernement, mais on a posé une question pour essayer de voir plus clair dans ce champ politique qui était un peu miné. Pascal. Vous avez utilisé tout à l'heure l'expression les données de l'équation. 193, vous êtes 193, à peu de choses. Et il est normal d'ailleurs que le programme soit inspiré par vous, vous êtes la force dominante. Pensez-vous qu'il y a en France une majorité pour faire voter à l'Assemblée 110 milliards d'euros d'impôts supplémentaires pour les entreprises, 58 pour les ménages, 250 milliards de dépenses publiques supplémentaires? Où pouvez-vous trouver une force d'appoint pour un tel programme ? Plusieurs choses. D'abord, avant de faire peur aux Françaises et aux Français qui se réveillent le matin, qui sont à une semaine de la rentrée, qui se disent « Attends, on va prendre dans mon portefeuille », je vous rassure, Emmanuel Macron a fait 40 milliards de cadeaux fiscaux ces dernières années par an aux plus riches et aux multinationales. Et c'est bien là que nous comptons aller prendre l'argent. Là, c'est des impôts en plus. Là. Non, c'est pas en moins. C'est pas des impôts pour tout le monde. C'est pas des impôts pour tout le monde. Je vous le dis, avec la réforme que l'on prévoit de l'impôt sur le revenu, tous ceux qui gagnent moins de 4 000 € net par mois vont payer moins d'impôts. Donc, à moins que ce soit que les petits copains de Bernard Arnault qui regardent LCI, je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense que c'est un peu plus diversifié. Les Françaises et les Français en moyenne paieront moins. En France, Manon Aubry, vous avez beaucoup de ménages qui gagnent 4 500, 5 000 euros. Par personne. Donc là, ce sera 8 000 € par ménage. Qui ont 8 000 € par ménage, je m'excuserai, ce sont les 8% les plus riches des Françaises et des Français. C'est vrai, mais c'est les plus contributeurs aussi à l'impôt sur le revenu. C'est ceux qui payent déjà le plus d'impôts. Et vous voulez encore leur en mettre une couche? Non, mais là, vous nous donnez l'impression que les Françaises et les Français les plus riches sont trop taxés. C'est pas vrai pour les Françaises et les Français les plus riches. Les 1% les plus riches payent moins d'impôts que les 50% les plus pauvres dans notre pays. Ils ne gagnent pas 8 000 € par mois. Ils gagnent éventuellement 80 000 ou 800 000 € par mois. C'est pour ça qu'on veut rétablir de la progressivité. Et cette progressivité, elle va évidemment aller de plus en plus fort au fur et à mesure que vous allez dans la hiérarchie. Et donc, pour revenir à votre question, maintenant que tout le monde aura compris qu'on ne va pas toucher au portefeuille de la majorité des Françaises et des Françaises qui nous écoutent, même de 92% des Françaises et des Français qui nous écoutent, il y a, je pense, la possibilité de trouver des majorités sur un certain nombre de choses. Je me souviens que dans la législature précédente, le MoDem, par exemple, avait proposé une taxation sur les dividendes des actionnaires des entreprises. Soutenu par une partie de la majorité présidentielle, au-delà du MoDem, j'entends. Voici une proposition que nous pourrions reprendre à notre compte et sur laquelle, je pense, qu'il est possible de dégager une majorité. Alors du coup, pardon Madame Aubry, mais à l'instant, vous décrivez une forme de coalition. Vous décrivez un texte sur lequel vous pourriez vous mettre d'accord avec d'autres. Or, c'est le point de blocage absolu depuis l'annonce de la dissolution. Personne ne veut gouverner avec les autres que ses propres amis. Je pense qu'il faut distinguer deux choses. Il y a le gouvernement qui est formé. Nous souhaitons un gouvernement du nouveau Front Populaire pour aller appliquer le programme du nouveau Front Populaire. C'est l'exécutif. Et ensuite, nous allons changer de méthode. Ça ne va pas être la brutalité qu'on a connue avec l'Assemblée nationale de ces derniers mois et ces dernières années. Et évidemment, nous allons engager un
dialogue constructif avec les groupes politiques à l'Assemblée nationale et nous allons travailler avec ces groupes. Et là, oui, bien sûr qu'il faudra discuter avec les autres groupes politiques. J'ai conscience que nous avons 193 députés et qu'avec 193 députés, c'est vrai que vous ne faites pas adopter l'ensemble des textes. Et donc, il faudra discuter avec les autres groupes politiques. Vous savez, je siège au Parlement européen, nous avons une culture parlementaire un peu plus développée. Il n'y a pas un groupe qui a la majorité, il n'y en a pas deux, il en faut au moins 3. Est-ce que ça veut dire que moi, le groupe que je préside au Parlement européen, le groupe de la gauche, participe de la majorité de l'exécutif? La réponse est non. Est-ce que nous participons de certains textes? La réponse est oui. Eh bien, je pense qu'il peut se produire l'inverse dans ce cas. Le nouveau Front populaire, la gauche, gouverne dans l'exécutif et j'espère que nous allons pouvoir avoir des majorités texte par texte, ce que nous travaillerons avec une nouvelle forme, une nouvelle méthode de Donc c'est-à-dire pas de 49-3 par exemple? Pas de 49-3. Je pense qu'il faut l'éviter au maximum, oui. Mais avec 193 élus, Madame Aubry... C'est un défi. C'est un défi. C'est un défi. C'est quasiment une impossibilité politique. Mais moi, je ne suis pas comme Jordan Bardella, le Rassemblement national, qui disent au fond, si on n'a qu'une majorité relative, on ne gouverne pas, et puis on laisse notre pays ne pas être gouverné pendant au moins un an. C'est pas un principe de réalité qui avoir une nouvelle dissolution pendant un an. Au contraire, c'est très réaliste et pragmatique ce que je vous dis. On est arrivé en tête, il nous revient de gouverner, on n'a pas de majorité, il faut créer des majorités texte par texte, c'est extrêmement pragmatique. Alors on voit bien, il y a un blocage aussi sur le programme, hein. Pascal en parlait, c'est la question qui va être posée aujourd'hui et dans les jours qui viennent. Il y a quelque chose qu'on entend pas mal à l'Élysée, quelqu'un de centre-gauche, par exemple Bernard Cazeneuve, qui viendrait à Matignon. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce serait pas un moindre mal pour vous, plutôt qu'un gouvernement de coalition comme ça a été esquissé avant les vacances, c'est-à-dire un gouvernement finalement qui ressemble beaucoup à ce qui se passait avant la dissolution? J'ai du mal à entendre et comprendre l'hypothèse Bernard Cazeneuve, au-delà des accords politiques que je peux avoir avec lui, notamment quand il a été Premier ministre, et puis c'est une autre forme d'incarnation du macronisme. Mais d'un point de vue, pour revenir à ce Bernard Cazeneuve, c'est le macronisme? Il n'a jamais été macroniste, hein, Bernard Cazeneuve. J'ai dit une autre forme d'incarnation. J'ai pas dit qu'il est macroniste, j'ai dit une autre forme d'incarnation. Oui, mais du coup, pardon, je m'arrête là-dessus un instant, c'est-à-dire que pour vous, le macronisme, c'est très très large tout de même. Non, mais j'arrive sur la manière dont ça peut fonctionner de manière concrète. On nous dit du matin au soir, et vous me l'avez répété, et c'est de bonne guerre, qu'avec le nouveau Front populaire, nous n'avons pas assez de députés pour gouverner, et nos 193 députés. Mais on nous propose, ou on met dans l'idée Bernard Cazeneuve, qui lui-même dégagerait une majorité plus faible, puisque vous le savez très bien qu'une grande partie de la gauche ne soutiendra pas Bernard Cazeneuve. Et donc il y a une forme de paradoxe à nous dire. Mais il aura peut-être la moitié du Parti socialiste. Est-ce que vous pensez que ça fait une majorité? Vous pouvez le prendre dans tous les sens. Aujourd'hui, la majorité la plus large possible qui existe pour gouverner à l'Assemblée nationale, c'est celle du nouveau Front populaire et de ses 193 députés. Et donc il faut nommer celle qui est la candidate du nouveau Front populaire, à savoir... Sur le plan arithmétique, c'est pas sûr, parce que vous prenez une partie des socialistes, vous prenez le groupe Lyotte, vous prenez la majorité, enfin la majorité, l'ex-majorité, la minorité autour du président de la République, ça fait plus de 193. Bah, j'attends de voir. Si vous me faites la démonstration... Non, moi, aucune démonstration, c'est juste des chiffres. Gouverner sur ce bloc politique-là, avec un programme cohérent et quelqu'un à sa tête, on peut en discuter et je suis respectueuse de la démocratie. Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas... le Parti socialiste a dit très clairement, notre candidat, notre candidate en l'occurrence, c'est Lucie Castet, et nous restons solidaires du nouveau Front populaire. Je vois bien la tentative, c'est de bonne guerre d'Emmanuel Macron, de fracturer le nouveau Front populaire. Ça fait 2 mois qu'on nous a dit qu'il allait être fracturé. Mais le PS, pardon, il est fracturé depuis les frondeurs de François Hollande. Oui. Il y a 2 écoles au PS, vous le savez comme moi. Il y a un premier secrétaire qui s'appelle Olivier Faure, il y a un président de groupe qui s'appelle Boris Vallaud, je les ai écoutés attentivement, jusqu'à hier, jusqu'à aujourd'hui, ils disent très clairement, notre candidate c'est Lucie Castet. Et donc, de nouveau, vous pouvez prendre le truc dans tous les sens. Pour le moment, à ce stade, au moment où je vous parle, la coalition la plus large possible, c'est celle du nouveau Front populaire. Et j'entends Emmanuel Macron qui dit « je veux nommer la coalition la plus stable possible ». Eh bien, la coalition la plus stable possible, dans les conditions actuelles de l'Assemblée nationale telle qu'on la connaît, c'est celle du nouveau Front populaire. Ça, c'est si vous comptez en positif, mais si vous comptez en négatif, c'est-à-dire, c'est la tribune de Philippe Brun dans Le Monde, je ne sais pas si vous avez eu le temps de la lire, c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'il explique que finalement, l'intérêt, ça va être de savoir qui arrive à ne pas être censuré ou à être le moins censuré. C'est pour ça que je vous posais la question d'un gouvernement... Oui, d'où l'idée de ce que vous appelez compter en négatif. Voilà. C'est qu'au lieu de compter pour avancer, on compte pour éviter de reculer. De tomber. Ouais.
si vous prenez une opposition, mettons que la vie politique, elle est maintenant structurée autour de 3 blocs. Le bloc de gauche du Nouveau Front Populaire, le bloc libéral de droite, dans lequel on pourrait compter un peu les macronistes et les républicains, même si les républicains ne veulent pas gouverner avec les macronistes, et un bloc d'extrême droite. Donc on a plus ou moins ces 3 blocs. Si un de ces 3 blocs gouverne, il y a fort à penser que les 2 autres blocs sont prêts à le censurer. Donc dans tous les cas, si on compte de manière négative comme vous le faites, il y a des chances qu'il y ait une censure du gouvernement. François. Moi, j'en appelle aux démocrates de ce pays. Je sais qu'il y a évidemment des gens qui sont en désaccord avec moi. C'est la démocratie, je la respecte. Encore que je pense que quand on parle d'affronter la rentrée pour faire en sorte que les fournitures scolaires soient gratuites, quand on parle d'abroger la réforme des retraites, je pense que ces propositions 500 € de chaque sont rentrée, très consensuelles. Pas mal. Bah oui, c'est pas mal, mais ça ne s'adresse pas à l'ensemble des familles de notre pays. Je pense que allez voir en Angleterre ou en Allemagne, ça n'existe pas. Hein. Oui, comparaison n'est pas raison, et quand on se compare à pire, bien sûr qu'on sera toujours mieux. L'Allemagne, c'est pas long. Mais moi, je veux faire en sorte. On peut ouvrir le volet éducatif, il est intéressant. Je veux faire en sorte que chaque famille n'ait pas à se sacrifier pour la rentrée. Je veux une clarification sur le choc des savoirs et qu'il ne s'appelle pas. Je veux qu'il y ait un professeur devant chaque élève. Non, tout ça est dans le programme du Nouveau Front Populaire que nous avons abondamment étudié, décrit, analysé dans cette émission juste avant les vacances. Mais ce sont des choses très concrètes à adresser. Là, en cette rentrée, parce que c'est pas juste une guérilla politique dans laquelle on s'est lancé pour absolument gouverner. Non, François. C'est pas une guérilla politique. Pardonnez-moi, mais il y a quelque chose que j'essaie de comprendre. La bataille qu'on mène, on essaie de trouver des solutions aux Françaises et aux Français. Mais je vous laisse poser votre question et m'interpeller. Si je vous comprends bien, il est désormais impossible dans ce pays que une partie de la gauche, voire la gauche, gouverne avec une partie de la droite, voire la droite. Ça vous paraît totalement impossible, pour des raisons idéologiques ou pour des raisons politiciennes? Mais c'est pas pour des raisons politiciennes. Donc c'est pour des raisons idéologiques. Et vous les trouvez où, ces raisons idéologiques? Mais comment on va faire concrètement? Je vais vous donner des exemples. On est en faveur du rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune. Les macronistes l'ont supprimé. Qu'est-ce qu'on va faire? On est en faveur de l'abrogation de la réforme des retraites. Les macronistes et la droite l'ont soutenu. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc c'est pas la question qui nous est posée, c'est pas est-ce que j'aime bien Pierre-Paul ou Jacques. Moi, je vous l'ai dit, je suis une démocrate, j'ai du respect pour les hommes et les femmes qui s'engagent en politique, et j'aurai toujours des échanges courtois avec y compris mes adversaires politiques. Mais aujourd'hui, la question qui nous est posée, c'est qu'est-ce qu'on fait pour le pays? Quel est le cap politique que l'on veut? Bien sûr, et l'intérêt général nous commande d'avoir un cap clair, d'avoir une trajectoire claire et d'avoir des propositions claires. On va pas gouverner pour gouverner, je veux dire, on n'a pas envie d'être ministre juste parce que ça fait joli sur le papier et qu'on a un chauffeur. Non, nous, les dorures de la République, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est transformer la vie des gens. C'est pour ça que, que je vous ai reparlé de choses concrètes, de la rentrée, de la hausse du SMIC, de l'abrogation de la réforme des retraites. C'est pour ça qu'on veut gouverner. C'est pas juste pour être ministre. Je termine, Pascal, sur l'actualité évidemment que vous connaissez, qui est celle de cette tentative d'attentat contre la synagogue de la Grande Motte. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui le fait que Jean-Luc Mélenchon ait parlé d'antisémitisme résiduel? Est-ce que vous regrettez ces propos qui sont évidemment en contradiction avec ce à quoi l'on assiste? Et deuxième question, parce qu'évidemment c'est lié, quand vous voyez la situation aujourd'hui au Proche-Orient, est-ce que vous regrettez également que Rima Hassan, très récemment sur les réseaux sociaux, soit revenue sur le 7 octobre en disant: en dehors de la pensée hégémonique occidentale, personne ne considère le 7 octobre comme un acte de terrorisme. Est-ce que vous regrettez ces deux attitudes-là qui vous ont mis dans une position, j'allais dire au minimum, d'une terrible ambiguïté? Juste pour être complet, elle ajoute à la fin de son message qu'il s'agit, selon plusieurs institutions internationales, de crimes de guerre. Ça, c'est le message complet. Alors, plusieurs choses. D'abord, puisque vous parlez de l'incendie à la Grande Motte, on a tous appris avec effroi, et c'est l'occasion de redire ici toute ma solidarité avec la communauté juive, parce que c'est pas seulement la communauté juive de la Grande Motte qui a été ciblée, c'est l'ensemble des croyants de ce pays qui ont été ciblés pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire juifs, et c'est un acte antisémite odieux. Je me félicite que son auteur ait pu être arrêté. J'espère que l'enquête pourra se dérouler dans les meilleures conditions possibles et qu'il pourra être condamné.
Et non, l'antisémitisme n'est pas résiduel dans notre pays. Et la démonstration a été faite ces derniers mois par le nombre d'actes d'antisémitisme qui se sont multipliés. Jean-Luc Mélenchon, quand il parlait d'antisémitisme résiduel, parlait des manifestations pro-palestiniennes qui défendent un cessez-le-feu à Gaza, qui sont régulièrement ciblées, pointées du doigt comme étant des manifestations antisémites, alors qu'elles visent une chose, à faire revenir la paix dans la bande de Gaza. Et puisque vous parlez du conflit israélo-palestinien, nous avons toujours dit qu'il fallait précisément faire la différence entre le gouvernement d'extrême droite de Benjamin Netanyahou et la communauté juive. Et que même en Israël, il y a d'ailleurs une contestation du gouvernement de Benjamin Netanyahou. Et je vais vous le dire très calmement parce que c'est la rentrée, que voilà, j'ai répondu on va terminer là-dessus. Et que j'ai envie d'être de bonne humeur avec vous, mais j'espère que ça va durer. Le parallèle qui est fait entre la responsabilité de la France insoumise dans l'antisémitisme, comme vous venez le faire en quelque sorte dans votre question, et les actes antisémites, je vais vous le dire très calmement, c'est odieux. C'est odieux et jamais une personne à la France insoumise n'a été condamnée pour antisémitisme. C'est loin d'être le cas à l'extrême droite, c'est loin d'être le cas dans l'histoire politique, et c'est eux qui ont construit cette idéologie. Dans notre position, nous avons toujours et nous combattrons toujours avec beaucoup de fermeté, beaucoup de conviction et des moyens aussi l'antisémitisme dans notre pays. Merci beaucoup Madame Merci Beauvois d'avoir été la première invitée de la saison de notre 6-9. Dans